Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où c'est dans notre nature de nous détruire nous-mêmes. Salut, moi c'est Marie et hasta luego, amigos. C'est ça? Bravo, c'est exactement ça. Et moi c'est Anaïs et je comprends pourquoi tu pleures maintenant. Parce que Amis, Back to the 90s, c'est fini. Et tu es très triste, n'est-ce pas Marie? Ouais, en vrai c'est une saison que j'ai beaucoup aimée. Moi aussi. Cette semaine, vous l'aurez donc compris, puisqu'on vient de le dire, on conclut notre saison d'Amis Back to the 90s. Retour dans les années 90 pour... Retour dans les années 90 pour les francophones parmi vous, s'il y en a. Pour l'occasion, on s'attaque au meilleur numéro 2 de l'histoire du cinéma. Non, pas Le Parrain 2. Non, pas Paddington 2. Non, pas Too Fast, Too Furious. Mais bien Terminator 2. Ok. Marie n'est pas du tout ravie par cette intro. Terminator 2, signé par un des réalisateurs les plus emblématiques des années 90, James Cameron. On avait déjà consacré un épisode à son chef-d'œuvre Titanic. Mais là, on change de registre avec ce qui est, selon moi, son autre plus grande réussite. C'est aussi le plus grand succès au box-office de 1991. Un film qui, à ton grand regret, ne contient pas de tension sexuelle. Tu crois qu'il a des dossiers sur le clitoris? Mais ils vont avoir une scène de sexe? T'aimerais? Non, pas vraiment. C'est un peu gênant. Non mais j'ai bien senti que c'était pas la vibe. Mais il a des dossiers sur tout, donc je me suis dit, ça se trouve, il a des dossiers sur l'anatomie féminine. Bah c'est fort probable. Hein. En vrai, je me demande si tu préférerais pas Terminator 1, puisque pour le coup, il y a une histoire d'amour dans Terminator 1. J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire d'amour, vu qu'il y a eu un enfant qui C'est ça, on voit la conception de John, Exactement. John Connor. Si vous voulez découvrir ce que Marie imaginait de Terminator 2 avant de l'avoir vu, pas grand-chose, c'est vrai. On vous renvoie vers notre épisode à l'affiche qui a été diffusé il y a quelques jours. Marie, est-ce que tu peux résumer en 30 secondes ce qui se passe dans Terminator 2 ? Eh ben, il y a deux hommes qui arrivent du futur, deux robots plutôt. L'un est joué par Arnold Schwarzenegger, c'est un Terminator, et l'autre est un autre Terminator. En fait, j'imagine que les gens qui avaient vu le premier film pensent du coup que le Terminator, il est là pour tuer John Connor, parce que John Connor, il va devenir résistant dans l'avenir. Et on découvre très vite qu'en fait, ce Terminator, donc Arnold Schwarzenegger, a été reprogrammé pour être gentil et protéger John Connor, et que le vrai méchant, c'est l'autre, le petit gringalet, qui est vraiment méchant et qui peut se dissoudre en plein de trucs. Et bon, du coup, après, il essaie de les kidnapper, et après, ça devient un road movie entre Terminator, Arnold, John, et Sarah Connor qui s'échappe du cinéma, de la prison, où elle est incarcérée, ou l'hôpital psychiatrique plutôt, un truc un peu entre les deux, quoi. Ok. Voilà. Merci pour ce résumé limpide. Donc tu dis Schwarzenegger ? Ya. On est allés en Autriche toutes les deux, c'est ça qui t'a ça a déclenché des choses chez moi. Pendant qu'on a regardé le film, j'avoue que ça a un peu confirmé ce que j'imaginais avant qu'on le voie, c'est-à-dire que ça t'a rendu un petit peu impatiente. T'as dit plusieurs fois que c'était bien, mais en même temps, t'avais pas l'air très emballée. Eh ben... Non, c'était bien. Un peu loin. Alors, explique-nous, t'as pensé quoi de ce film ? Bah, j'ai trouvé ça bien. Je pense que c'est pas ma cam. Non, pas vraiment, du tout. Voilà. Ouais. Je me rends compte que les films d'action que j'aime, c'est des films où ce que j'aime le plus, c'est pas l'action, c'est un peu la personnalité, par exemple. Enfin, c'est les films, en vrai, c'est Die Hard. Ou L'Arme Fatale, c'est des films avec des héros qui sont très marrants et qui font beaucoup de blagues ou des choses comme ça, parce que c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et bon, c'est vrai que ça, c'est pas très présent dedans. Il y a des moments qui sont marrants quand même. Oui, mais je pense que c'est les dialogues qui te parlent le plus dans les films d'action. Et là, c'est pas vraiment cet esprit-là. Après, honnêtement, j'ai trouvé ça très bien. Je trouve que l'histoire est prenante, c'est beau, c'est très bien mis en scène, c'est vraiment un film de qualité et tout ça. Et puis, j'étais surprise même par la qualité du scénario et par là où ça m'a amené. Donc, franchement, je me suis laissée porter, j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé que la dernière séquence était très longue, mais c'est parce que c'est vraiment que de l'action. Et j'en avais marre. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Oui, c'est vraiment ce que j'avais prévu, en fait, parce que même moi, quand je le regarde, je perds patience à la fin. Et donc, te connaissant, je me suis dit, à la fin, elle va vraiment plus en pouvoir. Il y a vraiment beaucoup de films de cette époque-là, mais même des films plus récents. En vrai, les Marvel, c'est pareil, j'en peux plus à la fin. Toutes les grosses scènes de conclusion de films d'action, en général, ça me tape un peu sur le système. Ça me rassure puisque je trouve que c'est un très très bon film, donc je suis contente que tu l'aies apprécié aussi. Bah oui. Objectivement, franchement, de mon objectivité à moi, bien sûr, qui est subjective, c'est bien. Bravo, merci. Ce ne serait quand même pas un épisode d'Amis sans quelques extraits sur ton impatience légendaire. Oh là là. Il y a encore 10 minutes au moins là, j'en peux plus moi.
bon, on a compris. Ça fait 3 minutes que ça a commencé. On en a à peu près la moitié là, tu penses? Non. On en est au début. Oui, là, c'était à 30 minutes de film, sur 2h15. Ouais, je l'ai trouvé un peu long quand même. Je pense qu'il aurait mérité d'être un petit peu élagué, si je puis me permettre. Mais bon, James Cameron a fait pire, donc au niveau durée. Oui, et puis il y a déjà pas mal de scènes qui ont été coupées. Enfin, il y avait notamment une scène entre Sarah Connor et le papa de John, une séquence de rêve qui a été coupée. Okay. Donc ça aurait pu être encore plus long. Il y a 4 personnages principaux dans ce film. Sarah Connor, donc l'héroïne, John, son fils, le Terminator T-800 et le Terminator T-1000 ou T-1000. Sarah Connor, qui est jouée par Linda Hamilton, tu la décrirais comment ? C'est un peu le prototype de l'héroïne badass à une époque où c'était pas encore un cliché éculé, quoi. Donc, tu l'as dit, c'est littéralement le prototype. Je pense aussi à Alien et au personnage joué par Sigourney Weaver dedans, qui a un peu la même énergie, je trouve. Elles ont une énergie un peu butch aussi, elles sont un peu bâties pareil. Mais oui, Sarah Connor, elle a un côté un petit peu désaxé. Bon, on comprend qu'elle est traumatisée par ce qui lui est arrivé dans le premier film, la traque qu'elle a dû subir et le fait que personne ne la croit depuis. La pauvre, elle est dans un hôpital, une institution psychiatrique fermée, où tout le monde pense qu'elle est complètement tarée. Et en même temps, c'est intéressant comme personnage parce qu'elle n'est pas facilement résumable. C'est-à-dire qu'elle a un côté justement un peu dur, badass. On sent que sa priorité, c'est son fils, mais en même temps, elle n'est pas douce comme on imagine une figure maternelle l'être. Donc, je la trouve intéressante et complexe, mais elle m'a un peu frustrée par moments. Oula! Good morning, Dr. Silverman. Faut pas la chercher, elle. How's the knee? Non, je confirme. Repeated escape attempts. 0 passage chez le coiffeur. Hygiène corporelle douteuse. Let's move on, shall we? Ouais, parce que la première introduction qu'on a du personnage dans ce film, elle est en train de faire des tractions sur une barre dans sa cellule. Et donc, il y a des plans sur ses muscles saillants. Enfin, on voit que, faut pas la chercher, quoi. Il faut savoir que Linda Hamilton a subi un entraînement intensif avant le tournage de Terminator 2. C'était très, très surprenant à l'époque de voir une héroïne d'action comme ça. C'est vrai que Ripley dans Alien, c'est un peu l'autre prototype et c'était quelques années plus tôt. James Cameron, il a réalisé la suite d'Alien. Donc, il y a une vraie filiation, même si moi, c'est le film d'Alien, de la saga Alien que j'aime le moins, c'est celui de James Cameron, justement, parce que son discours sur la maternité, je trouve, est pas particulièrement intéressant. Mais ce que toi, tu ne sais pas, c'est que dans le premier Terminator, Sarah Connor ressemble pas du tout à ça. C'est une jeune serveuse qui est pourchassée par le Terminator, joué par Schwarzenegger. C'est une fille normale, donc en fait, elle est totalement apeurée. Et il y a donc Kyle Reese, le futur père de son enfant, qui lui aussi a été envoyé du futur pour la protéger. Et donc, ça va être lui qui affronte le Terminator en permanence, et elle se retrouve embarquée dans les scènes d'action, mais elle est beaucoup moins active que dans Terminator 2. Et c'est vraiment la trajectoire qu'elle a dans tout le premier film, où à la fin, elle se prend enfin en main, mais elle a pas du tout le même look. Et Linda Hamilton était pas du tout foutue pareil, en fait, dans le premier film. Et là, quand elle est revenue pour Terminator 2, c'était vraiment impressionnant de voir le changement. Et même au niveau de son look, vestimentaire, c'est assez frappant. C'est vrai qu'elle est habillée comme un soldat et elle est hyper musclée. Elle est très sombre aussi, beaucoup plus sombre dans son personnage que dans le premier film. Pour moi, avec Ripley dans Alien, mais qui était brune, donc je pense que c'est quand même différent. Pour toi, elle est quoi, Linda Hamilton ? Elle est blonde. On n'a pas la même définition de blonde avec Marie, mais elle est châtain, là, très clairement. Dans ce film, elle n'est pas blonde. Il faut que je revoie des images, mais elle est peut-être châtain, mais en tout cas, elle est pas brune. Non, mais on a déjà eu plein de débats sur les couleurs de cheveux. Oui, donc voilà. En gros, toi, il y a les gens qui ont les cheveux noirs et tous les autres sont châtains. Les gens qui ont les Suédois sont blonds, quoi. C'est ça. Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est juste... châtain. C'est exactement ça. Il y a quand même des teintes, quoi. Oui, je suis d'accord. Non, elle est peut-être un blond foncé, comme... si tu regardes les colorations L'Oréal au supermarché, c'est vrai qu'elle serait un blond foncé. C'est ça. Et Sarah Connor, pour moi, c'est un peu aussi le prototype de... en tout cas, quand tu la vois dans le premier Terminator, le prototype d'un personnage comme Buffy. C'est-à-dire que c'est une jeune fille plutôt innocente qui a rien demandé à personne et qui se retrouve propulsée dans des séquences d'action assez impressionnantes. Et... je pense qu'encore aujourd'hui, il y a très peu de personnages déjà d'héroïnes de films d'action et d'héroïnes de films d'action qui lui ressemblent. C'est-à-dire qu'on peut penser à Wonder Woman ou à la mariée dans Kill Bill.
Mais tu vois, il y en a pas non plus des masses des héroïnes vraiment très badass et assez virilisées comme Sarah Connor. Et en fait, c'est marrant parce que dans son look, elle me faisait penser un peu à Thelma et Louise aussi, parce qu'il y a le côté road trip et le côté petit Marcel dans un jean, au début des années 90. Oui. Dans les séries, je peux t'en citer quand même pas mal, mais dans les films, moins. Mais pour moi, le cliché de la meuf badass, justement, c'est devenu vraiment éculé. Mais là, je trouve que on saisit aussi ce que ça représente pour l'époque. Donc, ça l'est pas. Mais tu vois, par exemple, je pense à G.I. Jane, où il y avait Demi Moore dedans qui est arrivé plusieurs années après. Pour moi, ça, c'est vraiment un cliché où elle est ultra masculinisée, justement. Et même le message, c'est qu'elle ne peut s'imposer dans un milieu masculin qu'en se masculinisant. Alors que là, j'ai pas senti ça, mais tu sens que c'est un peu la même veine quand même qu'elle a inspiré ça, quoi. Oui, c'est ça. Ça reste un personnage, je pense, vraiment révolutionnaire, qui est d'ailleurs considéré comme une icône féministe encore aujourd'hui. Mais je voulais te demander si tu voyais pourquoi, mais je pense que c'est assez clair. Oui, je vois pourquoi. Après, je pense quand même qu'il y a des choix d'écriture sur son personnage qui sont aussi le fruit de leur époque, quoi. C'est-à-dire que je connais pas assez bien la saga pour pouvoir établir un avis, une opinion là-dessus et tout ça, mais dans ce film, et ça se comprend, mais elle a quand même un côté pas irrationnel, mais quand même un peu fou, quoi, qui est très très présent. Et surtout qu'elle est entourée de figures masculines qui, pour le coup, sont très dans le contrôle. C'est littéralement des robots. Donc, et elle est énormément dans l'émotion. Ce qui est compréhensible, hein, mais c'est juste que du coup, en contraste, il y a des moments, ça m'a un peu crispée. Elle est complètement folle en fait. Oh là là, elle est chiante. Pourquoi elle est chiante? Parce que elle est hyper chiante. Ok. Elle est émo de ouf et c'est très faute. Elle a même pas vécu, c'est bon, calme-toi. Son of a bitch, I knew it. Elle est insupportable. Pourquoi? Ah, je la trouve insupportable. Parce qu'elle est tout le temps... elle est chiante, quoi. Des arguments très, très puissants. Non, mais c'est vrai, le truc qui m'a le plus crispé, c'est qu'elle est très obsessionnelle sur la fin du monde. Ok, peut-être que si je savais que... Remarque, non, on sait tous que la fin du monde arrive et on ne fait rien. Elle est obsessionnelle sur la fin du monde à un point où en fait ça en devient contre-productif. C'est-à-dire que personne peut l'écouter quand elle parle comme ça. Et donc c'est très frustrant à regarder parce que déjà on a envie de se dire bon, c'est dans 5 ans, t'as le temps de voir venir quand même. Et puis surtout, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, en fait, sois un peu plus maligne, quoi. Je la vois pas aussi émotive que toi, t'avais l'air de la trouver quand on a vu le film. Après, je dirais que elle est très agressive. Mais je trouve ça assez cool parce que, justement, Ripley dans Alien, elle va avoir un côté un petit peu plus cool, un petit peu plus calme à plein de moments. Il y a plein de personnages, la mariée dans Kill Bill, c'est pareil, c'est des personnages féminins badass, mais qui ont une composition quand même à toute épreuve. Et elle pète des câbles de manière assez caricaturale, mais je pense aussi que si on avait un héros masculin d'action qui disait « Son of a bitch, I knew it », qui pétait un câble, ça nous frapperait beaucoup moins. Et là, c'est aussi parce que c'est Linda Hamilton qui a cette petite carrure et qui est hyper dark avec sa frange qui lui arrive jusqu'aux lèvres. Elle a un côté émo qui est un peu... Ouais, voilà. Moi, la frange, vraiment, ça me donne des orgelets rien que de la regarder, en fait, j'ai envie de lui dire. Pousse ses cheveux de ce visage. Mais oui, en fait, il y a cette scène où elle est en train de confronter le créateur du logiciel informatique qui va provoquer la fin du monde. Et elle est tellement insupportable. Mais moi, ça me fait rire parce qu'en plus, il y a même son fils qui lui dit « Ta gueule, t'es vraiment chiante. » Mais oui, mais justement, en fait, c'est vrai, mais du coup, je trouve ça frustrant parce qu'en fait, c'est mon côté un peu Marie, la pro du camping, tu vois. En fait, c'est-à-dire que je suis là, c'est pas la meilleure façon de s'y prendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es en train de nous dire que tu sais comment arrêter la fin du monde? Non, mais c'est pas comme ça. Enfin, visiblement, si. Mais il y a un côté un peu frustrant à regarder ça. Pour moi, le côté émotionnel, j'inclus la colère là-dedans, ouais, tu vois. Sûr. Mais c'est aussi le fait qu'elle est à plusieurs moments guidée par ses émotions plutôt que par la raison. Et ça, en même temps, vu les circonstances et tout ce qu'elle a vécu, c'est compréhensible, mais ça a eu tendance à me crisper. Mais c'est peut-être aussi parce que, je sais pas, je suis misogyne. Oui, je pense que c'est sans doute ça la réponse. Oui, voilà, c'est ça. I think you're so creative. You don't know what it's like to really create something, to create a life. Ouais, c'est bon. Feel it growing inside you. All you know how to create is death and destruction. Mom! We need to be a little more constructive here, okay?
Complètement charmé. Voilà, si ton fils de 12 ans te dit « Meuf, il faut être un peu plus constructive », c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais, moi j'avoue que ce moment me divertit beaucoup, parce qu'en plus elle est perchée sur une espèce de table. Elle est vraiment tellement émo à ce moment-là, elle est en train de fumer une cigarette, en 2 tafs, la cigarette est finie. Et en plus elle est en train de dire un truc, ça peut être intéressant, et je pense que ça l'est encore plus quand on sait que le film est sorti à 35 ans, mais où elle compare justement ce mec qui est au créateur de la bombe et aux inventions technologiques destructrices, et elle dit « Mais alors que moi j'ai créé la vie, tu sais pas ce que c'est », et donc de comparer ça à la maternité qui pour le coup est une création pour le bien. C'est hyper essentialisant. Enfin, c'est un peu, tu sais, je sais plus ce que c'était ce livre Danse avec les loups, je sais pas quoi, sur les femmes là. C'était quoi Femme qui court avec les loups. La femme qui court avec les loups. Tu sais, c'est les espèces de trucs un peu, essentialisants. Mais c'est vachement bien, Femme qui court avec les loups en fait, donc je te permets pas. Non, mais c'est vraiment genre le pouvoir féminin mystique de donner la vie dans ton ventre, tout ça. Enfin, il y a un côté où je suis là, ouais, bon, c'est bon, calme-toi, quoi. C'est très beau, mais ce speech m'a rendu... Après, c'est marrant vu que son fils lui dit... Oui, c'est ça. En fait, s'il n'y avait pas le moment avec son fils après, je pense que j'aurais vraiment levé les yeux au ciel. Mais ça désamorce tout de suite la grandiloquence de ce qu'elle est en train de raconter. Et en même temps, je trouve que ça résume très bien toute la situation de ce film dans le discours politique. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est assez fou et assez révolutionnaire ce qu'il fait et la manière dont il évoque la maternité. Et d'un autre côté, ça n'a pas forcément bien vieilli. Enfin, si on voyait un discours comme ça aujourd'hui, on dirait, ouais, bon, ta gueule, quoi. Ouais, mais après, c'est un peu écoféministe. C'est-à-dire que c'est un peu dire, regardez ces hommes qui contrôlent le monde et qui, avec leur obsession technologique, sont en train de le détruire, quoi. Oui, c'est ça, ce qui est un discours valable. Et on a vu Oppenheimer l'année dernière aussi. Voilà, toute la réflexion autour du génie un peu destructeur et mégalo de certains hommes. C'est une réflexion qui est vraiment valable. Moi, ce que j'adore avec ce personnage, c'est vraiment, tu l'as dit, son rapport à la maternité. C'est-à-dire que c'est pas une très bonne mère. Elle est assez froide avec son fils. Quand il se met à pleurer, elle l'ignore complètement. Et c'est le Terminator qui lui dit qu'est-ce qui se passe avec tes yeux, alors que elle en a rien à foutre. Elle s'est déjà retournée. Elle est en train de penser à autre chose. Et puis quand il vient la sauver, elle l'engueule. Oui, voilà. Et en même temps, ça se voit qu'elle l'aime. Oui, puis tout ça vient aussi de l'envie qu'elle a de le sauver et de le protéger. Donc, ouais. Et donc en fait, le rapport filial qu'il y a entre elle et son fils, je le trouve vraiment intéressant. Et la représentation d'une maternité très imparfaite et où en plus elle n'est pas vraiment résumée qu'à son rôle de mère, malgré cette réplique, je trouve ça plutôt pas mal. Après, il y a des détracteurs qui disent qu'au contraire, comme tout son rôle dans le film et dans Terminator 1 est ramené au fait que c'est la mère de John et que c'est pour ça qu'il faut l'éliminer, tout ça, que ça peut être essentialisant, mais moi je trouve ça plutôt cool d'avoir une héroïne d'action qui est aussi une mère, justement. Mais en fait, le truc qu'on retient, c'est surtout qu'elle a des gros guns et des gros Marcel et une frange vraiment pas pratique pour se battre, mais... Oui, parce que son évolution est intéressante en fait. Parlons du petit John Connor, son fils, joué par Edward Furlong. Tu l'aimes bien ou pas ? Je sais pas, il m'est un peu crispé, mais je sais pas. Non, si, en fait, c'est un petit génie, ça fonctionne bien. Je sais plus pourquoi, honnêtement, je l'ai vu il y a 3 jours, mais je sais plus pourquoi je l'ai pas aimé. She denies it totally, of course, like she got something stuck in her eye. Oh, il est chiant ce petit, il parle tout le temps. Arrête, moi je l'adore. Why do you cry? Il a pas de père, il a pas de mère, il a pas d'amis. Yeah. Ouais, c'est pour ça. Il arrêtait pas de parler. Moi, j'adore ce personnage et je trouve que c'est une des meilleures performances d'enfant au cinéma que j'ai vues. Vraiment, je le trouve super bon, Edward Furlong. Et je me souviens que la première fois que j'avais vu le film, ça m'avait frappé parce que je le trouvais hyper attachant, intelligent. Il a de la répartie. Enfin, c'est lui qui est le plus gros ressort comique du film parce qu'il se moque justement du côté déshumanisé de tous les personnages qui l'entourent. Il a beaucoup de swag. Et j'aime bien parce qu'on voit à plein de petits moments de quelle manière cet enfant-là peut devenir le leader de la résistance. Quand ils sont dans la maison justement du PDG et qu'il prend l'enfant par la main, il lui dit « Viens, montre-moi ta chambre » pour lui éviter de constater toute la violence qu'il y a. Le fait qu'il décide de sauver sa mère, le fait qu'il impose au Terminator de ne pas employer la violence ou en tout cas de ne tuer personne. Enfin, tout ça, c'est des trucs auxquels un enfant de 12 ans penserait pas forcément. Mais là, on sent le leader qui est déjà en train de germer en lui et je trouve que c'est très malin. Pour la petite histoire, tu seras très surprise d'apprendre que Edward Furlong a ensuite eu des gros problèmes d'addiction plus tard dans sa vie et a dit les jeunes des années 90. Voilà, que Hollywood l'avait broyé. Et donc, il a été très très en demande après Terminator 2 parce que c'était un énorme succès et que sa performance avait été très remarquée. Donc, il a eu d'autres rôles, mais il a aussi eu une suite de vie assez compliquée.
Et donc ensuite, il y a 2 Terminators dans ce film. Le premier, celui que tu connaissais déjà, incarné par Arnold Schwarzenegger. Exactement. Même si tu as eu une petite confusion pendant sa première scène. C'est Val Kilmer? Non, c'est Arnold Schwarzenegger, ce qui est plus logique. C'est vrai que ça coule un peu de source. C'est clair. Mais je me suis dit, ça se trouve, il joue un rôle secondaire. Qu'est-ce que tu penses du personnage de Terminator ? Bah, il est touchant, évidemment. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est rigolo, il est touchant. Pour moi, au final, c'est marrant parce que Sarah Connor, c'est un personnage intéressant et tout ça. Le petit aussi, hein, je dis pas, mais c'est des personnages qui m'ont crispé pendant tout le film, alors que lui, bah, il a le mérite de pas crisper vu que c'est un robot. Ouais. Mais surtout, c'est toujours le trope du robot, ou même, je sais pas, je pense à rien de spécifique là, mais tu sais, les animaux qui deviennent hommes et qui apprennent à vivre avec leurs émotions. Je sais plus, je pense à Didier. En fait. Mais non, mais en fait, j'adore les tropes de robots qui apprennent les émotions humaines, Ouais. évidemment. Ouais. Ça fonctionne toujours très très bien. Et là, ça fonctionne vraiment bien aussi parce que déjà, il est marrant. Pour moi, c'est lui le ressort vraiment comique du film. Enfin, c'est lui qui m'a le fait le plus rire, quoi. Parce Oui. que son décalage, justement, avec les émotions et tout ça, c'est toujours assez rigolo. Le pouce levé à la fin, ça, c'est Ouais, c'est magique. génial. Et je trouve, en fait, Arnold Schwarzenegger, j'ai dit pendant le visionnage qu'il était un peu enfin, qu'il n'y avait pas grand-chose à jouer, mais en fait, il est très bon quand même, parce que, justement, il arrive à insuffler une bonne dose d'émotion et d'humour dans un personnage qui est quand même un personnage qui est très mécanique, quoi. Donc, c'est assez admirable, et pour moi, c'est lui le cœur de ce film, quoi. C'est ça qui rend le film vraiment plaisant et que j'ai préféré dans le film. Oui, bah après, les films s'appellent Terminator, Oui, donc bien sûr. clairement, il... Mais c'est comme un petit animal de compagnie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je partage totalement ton analyse. Je trouve aussi que c'est une excellente performance de Schwarzenegger, que quand il y a des moments d'émotion, il les joue très bien. Quand il y a des moments d'humour, il les joue très bien. Et c'est aussi quand même quelqu'un qui a eu une carrière dans la comédie, donc, et dans la politique. On sait son charisme. Mais ouais, pour moi, il est vraiment excellent dans le film. Même si j'aime beaucoup le fait que, avant de voir ces films-là, je pense que toi, t'avais pas forcément entendu parler de Sarah Connor, et j'aime bien le côté un peu cheval de Troie où on va voir ce film en imaginant que c'est un gros film d'action avec Schwarzenegger, et on voit que c'est quand même beaucoup centré sur une héroïne. Je trouve ça cool. Ça, j'ai toujours beaucoup aimé parce que c'était aussi une découverte pour moi quand j'ai découvert Terminator, de me dire mais en fait c'est sur une meuf. Mais c'est vrai que je te rejoins. Enfin, c'est le personnage pour lequel j'ai le plus d'affection, et on est très très triste à la fin quand il s'en va. Oui. Je me suis demandé quand même si tu l'avais trouvé cool, parce que sa scène d'introduction, qui pour moi est mythique, même si on le connaît déjà puisqu'on l'a vu dans le 1, mais là il a une nouvelle scène d'introduction où il débarque nu dans un bar de bikers pour récupérer des fringues. T'étais pas très impressionné? On peut puer la merde. Si, c'est cool. Avec la musique et tout, Non, c'est mais génial. c'est très cool. Mais en plus, je pense que si je le revoyais maintenant que je connais le personnage, je trouverais ça d'autant plus cool. En plus, maintenant que je sais en plus que c'est un personnage gentil et tout, c'est un peu différent. Ceci dit, ce qui me préoccupait dans ce moment, c'était vraiment des questions d'hygiène. C'est-à-dire qu'il pique cette tenue entière à un mec qui a pas l'air très propre sur lui. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que, enfin, ses bottes, elles devaient puer les pieds, que la veste en cuir, là, elle doit puer la transpi. Et donc, j'avais du mal à trouver ça, je sais pas, c'est mon esprit trop pratico-pratique, encore une fois. Non, je comprends. Mais oui, c'est marrant parce que j'ai écouté un podcast récemment fait par des hommes qui ont connu la sortie en salle de Terminator 2, qui étaient ados à l'époque, et qui disaient que dans cette scène-là, quand il met les lunettes de soleil et qu'il a ce côté super cool, ils étaient très surpris puisque pour eux, c'était le méchant par rapport au premier film. Et donc, ils disaient, mais pourquoi le film est en train de le rendre cool et sympathique alors que c'est le mec qui vient tuer notre héroïne? Et c'est vrai que le film joue sur cette confusion pendant assez longtemps. Et je savais aussi que toi, t'étais pas très au clair sur est-ce que le Terminator était gentil ou méchant. Et je pense que du coup, t'as eu cette même réaction de te dire pourquoi à ce moment-là, il est présenté comme le héros du film. Oui, après, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire que si le héros du film, c'est un méchant, ça peut être rigolo aussi, tu vois. Je pense que du coup, maintenant, j'ai un regard beaucoup plus affectueux sur le Terminator 800. Et donc, je pense que cette scène, je l'apprécierais d'autant plus. Alors que là, je l'ai trouvée rigolote, enfin, surtout quand il arrive à poil et que t'as toutes les meufs qui commencent à le reluquer. Bon, c'est complètement surréaliste, mais c'est pas grave. Ça me parlerait encore plus maintenant que je sais où on va, évidemment.
Dans le premier film, c'est Arnold Schwarzenegger qui joue le rôle du méchant et il y en a un autre gentil qui est là pour protéger Sarah Connor. Dans ce film-là, cette dynamique est inversée et le film passe plus de 30 minutes à nous laisser croire que Schwarzenegger est encore là avec de mauvaises intentions. Et je crois que tu étais assez surprise quand tu as enfin découvert que non, les rôles étaient inversés. Et lui, du coup, il est de son côté, normalement. Who sent you? You did. 35 years from now, you reprogrammed me to be your protector here, in this time. Ah, waouh! Plot twist. Et oui, puisqu'en fait, le méchant, c'est, comme tu l'as surnommé, le gringalet, le T-1000, incarné par Robert Patrick. J'imagine qu'en fait, il a le même type de carrure que le mec avec qui elle était dans le premier, en fait. Tout à fait. Et donc, forcément, on doit projeter sur lui le fait qu'il doit être gentil. Maline. Ouais. Il y en a là-dedans. Alors que, on se rend compte au moment de la course-poursuite qu'en fait, c'est lui le méchant. Enfin, un peu avant la course-poursuite. Alors qu'on aurait dû s'en douter en voyant son front. Oui. Immédiatement, qui ne peut pas être un front de gentil. Non, un front aussi grand. Il y a forcément des idées néfastes qui se cachent derrière. Non, puis surtout, on le voit à un moment on lui tire dessus et on voit que en fait, c'est pas un être humain, c'est-à-dire qu'il se régénère immédiatement. Moi, après, je connaissais pas Terminator, donc j'étais à why not. Peut-être que dans le futur, ils auront des super pouvoirs, les humains aussi, pour se régénérer. Mais oui, clairement, donc c'est un robot. Est-ce que tu peux décrire ses pouvoirs ? Il en a plein. Il est indestructible. C'était le truc le plus frustrant de ce film, c'est qu'au bout d'un moment, tuez-le, j'en pouvais plus. Et c'est comme les cafards, ils meurent jamais. C'est ça. Il est argenté. Il peut prendre l'apparence de tous les gens qui touchent ou tuent. Enfin, je sais plus, mais touche peut-être, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Quand on lui tire dessus, il se régénère automatiquement. C'est comme Tooms dans The X-Files. Il peut se fondre et se glisser sous une porte ou des trucs comme ça, se transformer en flaque. C'est très pratique. Oui, parce qu'il est un peu constitué de métal liquide, en fait. Ouais, tu sens que c'est un métal du futur. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme pouvoir ? Il peut prendre du coup l'apparence et la voix de la personne. Il le fait à plusieurs reprises. Du coup, ça crée des possibilités infinies. Non ! Il peut se transformer en voiture, en route, en grillage. En vrai, il peut pas. Normalement, c'est une matière biologique. Enfin, à un moment, ils expliquent justement la limite du truc. Ouais. Mais à un moment, il se transforme quand même en sol. Oui, parce qu'ils font. Ouais. Ce qu'il a aussi, c'est ça. C'est que, en fait, ses bras et tout ça peuvent se transformer en lame. C'est hyper pratique quand même. T'as pas besoin d'avoir de flingue ni rien. D'un coup, ton bras, c'est une épée. Et une grosse épée. C'est tellement stylé. Ouais. Les lames, là, moi, j'adore. Le fil conducteur émotionnel du film, c'est vraiment la dynamique filiale entre John, le petit garçon, et le Terminator, qui devient un peu une figure paternelle. Ça a fonctionné pour toi ? Oui, parce que le Terminator est attendrissant, encore une fois, et parce que le petit, il a clairement besoin d'un guide. Par contre, le moment où Sarah Connor les regarde et t'as la voix off de Sarah Connor qui dit « Of all the would-be fathers who came and went over the years, this machine was the only one who measured up. In an insane world, it was the sanest choice. » Toutes les figures paternelles qu'il a eues n'ont pas fonctionné pour lui. Et là, maintenant, la personne qui est une vraie figure paternelle, c'est un robot qui ressemble au destructeur. C'est bon, on a compris, en fait. Enfin, on est en train de regarder le film, t'as pas besoin de nous expliquer, tu vois ce que je veux dire ? L'ironie... Une petite explication de texte. Moi, je suis pas contre, de temps en temps. Pour les gens qui suivent pas trop comme moi, tu vois, ça peut être utile. Je sais pas, parce qu'en plus, il aurait suffi de la filmer à ce moment-là, les regarder avec un regard attendri ou un truc comme ça aurait suffi, en fait. On voit très bien que c'est un petit qui a besoin d'un père. Et là, d'un coup, il trouve un père dans un robot. Voilà. Les voix off sont assez éparses dans le film, mais c'est vrai que... Et superficielles. Elles servent vraiment pas à grand-chose. Clairement, c'est un peu la partie émo aussi du film, et je pense que ça contribue à ton agacement envers Sarah Connor, parce que t'as envie de lui dire que même en voix off, elle est chiante, quoi. Ouais. Non, ce qui est très bien fait, c'est qu'au tout début du film, quand le Terminator se présente à John, il lui dit qu'il est aussi programmé pour apprendre et pour évoluer au contact des humains, et que plus il passe de temps avec les humains, plus il adopte leurs caractéristiques, et donc ça va se manifester de manière très amusante, puisque John, le petit garçon, lui apprend à parler comme les humains, et donc à dire « hasta la vista, baby », et lui dit « hasta la vista, baby ». Avec l'accent autrichien, qui a un très bon accent robotique, en fait. Tout à fait. Moi, j'adore. C'est vrai que ces moments-là sont super mignons. Oui, oui. Ah, trop bien, ça va être un road trip père-fils entre une machine et un ado rebelle. And if you want to shine them on, it's hasta la vista, baby. Ah, ça c'est connu. Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad.
And if someone gets upset, you say, chill out. Or you could do combinations. Chill out. Dickwad. Ça permet de découvrir aussi l'argot du début des années 90 aux États-Unis. C'est clair. Bon, même s'il y a beaucoup de petites touches d'humanité, ce film, c'est quand même la quintessence du film d'action. C'est aussi pour ça que c'est considéré comme un des plus grands films de tous les temps et un des plus grands films d'action de tous les temps. Il y a une intrigue assez simple et c'est juste un enchaînement de séquences d'action. Et alors, vous le savez, on s'enregistre à chaque fois qu'on regarde les films et après on dérush pour garder les petits extraits. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une séquence d'action, Marie commençait à me raconter sa vie. Donc, ses rendez-vous chez le médecin, ses courses. Et moi, à chaque fois, je suis là, ouais, on regarde un film là. Donc je me suis dit que ça t'avait pas captivé tant que ça. Alors les séquences d'action, on en a déjà parlé quand on avait fait Too Fast, Too Furious, c'est jamais captivant pour moi. Enfin vraiment pour moi en fait, c'est censé être un fond sonore pour parler d'autre chose ou pour faire la cuisine en même temps. J'en ai rien à faire, mais je sais même pas comment exprimer à quel point les séquences d'action ça me passe au-dessus quoi. Je comprends d'un côté le fait que si ça te parle pas du tout, tu peux faire autre chose en même temps, mais pour moi les séquences d'action, c'est aussi de tels moments de bravoure visuelle. Généralement, il peut y avoir des petits dialogues ou des petites réparties sarcastiques, mais c'est purement de la technique. C'est vraiment de la chorégraphie, de la mise en scène, de l'écriture physique. Et moi, je trouve ça vraiment très, très impressionnant. J'ai fait Elle, en fait. La technique, c'est pas pour moi. Moi aussi, j'ai fait Elle. Oui, mais en fait, j'ai vraiment zéro. C'est comme toi, par exemple, t'aimes bien les voitures, tu vois. Oui. Et alors moi, mais vraiment, s'il y a un truc qui me rend totalement indifférente, mais c'est même pas, mais d'une indifférence spectaculaire, c'est tout ce qui a des roues, quoi. Je m'en fous, mais vraiment tout ce qui est mécanique et tout ça, ça me passe mais totalement au-dessus. C'est pas que j'aime particulièrement les voitures. Enfin, quand je suis dans la rue, je suis pas là, Matt, la Peugeot là-bas. Non, mais dans les films, t'aimes bien les voitures. Oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est la version réelle d'un super pouvoir. Quand les héros des films utilisent des voitures, c'est généralement quelque chose qui leur permet d'aller très vite, de battre d'autres personnes. Et donc, pour moi, c'est juste un outil, tu vois, qui leur permet de maîtriser plein de choses. Alors que, par exemple, les arts martiaux, c'est pas un truc qui me passionne. Moi, c'est le contraire. Ouais, voilà. Moi, c'est pas le truc qui me captive le plus. Autant les voitures, c'est une nuisance sonore, en fait. Très clairement, dans les films, je ne supporte pas ça. Les arts martiaux aussi, hein. Non. Poum, paf, boum. Non. Alors, par contre, c'est vrai que, tu vois, si je dois penser à des films, c'est pas vraiment des films d'action, en vrai, mais où il y a de l'action, mais que j'adore, c'est genre Tigre et Dragon. Et j'adore l'action dans Tigre et Dragon parce que c'est des ballets, en fait. C'est trop beau, quoi. Oui, après, moi, j'avoue qu'une bonne scène de fight, et notamment dans Kill Bill, par exemple. Oui, c'est ça. Et Kill Bill, j'adore Kill Bill. Non, en vrai, moi, j'adore les scènes d'action globalement et j'aime bien les scènes d'affrontement physique. Mais j'avoue que, les scènes avec les gros camions et les grosses motos, pour moi, il y a... En fait, il y a une vraie maîtrise technique qui, généralement, va m'impressionner. Je pense aussi à partir du moment où j'ai essayé d'écrire des scénarios et où je me suis rendu compte à quel point c'était difficile d'écrire des moments où, justement, c'est pas du tout le dialogue qui va propulser la narration. C'est vraiment les gestes physiques et le découpage. Et en fait, dans les bonnes scènes d'action, je trouve ça juste impressionnant que quelqu'un ait réussi à séquencer tout ça et à imaginer tout ça. Et j'adore Mission Impossible pour ça. Pour moi, c'est vraiment le summum. Je sais que t'aimes pas trop Mission Impossible. Et à mon avis, c'est aussi parce que c'est pas des films où les dialogues crépitent. Après, mais tu vois, contre, j'ai adoré Top Gun. Et Top Gun, les dialogues crépitent vraiment pas. Top Gun Maverick, tu veux dire? Oui, Top Gun Maverick. Ouais. Non, oui. J'aime beaucoup Speed aussi. Ouais. Dans Top Gun Maverick, j'adorais les moments de prouesse, mais en fait, on s'en fout des avions. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est le fait qu'il est hyper fort qui est cool. Oui, mais toi, je pense que ce qui te plaît dans Top Gun Maverick et ce qui est extrêmement bien fait, c'est qu'il y a beaucoup de reaction shots. C'est-à-dire que c'est un truc très méta où pendant qu'on voit Tom Cruise mener une action extraordinaire avec un gros avion, on voit aussi toutes les 5 secondes quelqu'un qui est en train de s'émerveiller devant le fait que Tom Cruise pilote un gros avion. Et on n'a pas ça dans les séquences d'action comme ça. Et Top Gun Maverick a été brillant là-dessus. Il nous montre, nous, en train de regarder une séquence d'action. Et donc toi, je pense que ça te parle encore plus. Mais ouais, moi, je pense que c'est toujours ça qui me captive, même si je dois avouer que quand il n'y a pas suffisamment d'humour, comme c'est le cas, je dirais, dans la dernière séquence d'action de Terminator 2, je commence un peu à me lasser. Il faut aussi que ce soit quand même bien rythmé. Mais oui, j'ai bien remarqué que surtout sur les courses-poursuites, t'étais vraiment pas captivé. J'ai jamais aimé les courses-poursuites, moi. Je reconnais que c'est une bonne course-poursuite, hein, mais... Tu le sais. Ouais. Ça te happe pas. Alors, vraiment pas, quoi.
À part... We're gonna have a big problem. C'est vrai que c'est que ça. Bah, c'est un film d'action, quoi. C'est que des séquences d'action. Ouais, mais après, par exemple, Piège de cristal, c'est un film d'action et il n'y a pas de course-poursuite. Parce que c'est dans une course. Je suis pas très voiture, moi. Mais là, juste une moto qui poursuit un camion, qui poursuit une mobilette. Bah voilà, non. Moi, à aucun moment, je me dis, waouh, trop cool. Mais moi, j'ai zéro sensibilité motorisée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je pense aux coulisses en fait. Enfin, je pense que c'est ça qui me captive. C'est vraiment le côté magique de me dire waouh, ils ont vraiment fait sauter ce mec. Enfin, tu vois, les cascades, la mise en scène, quoi. Quand j'y réfléchis là, alors qu'on est en train d'en parler, pour moi c'est même pas les films d'action parce qu'en vrai les Die Hard j'adore. Et par exemple Une journée en enfer qui se passe à New York où c'est un contre-la-montre et tout ça, j'adore aussi. Mais les scènes de course-poursuite en voiture, je trouve ça fatigant. Juste au niveau du bruit, j'ai l'impression, tu sais, c'est des émissions de Formule 1, là, le dimanche après-midi. Aïe, 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 c'est horrible. Bon, t'étais quand même prise par l'action à plusieurs moments, heureusement. Oui, bah quand même. Oh, boy. Yes, vas-y, défonce-lui la gueule. Broke my arm. There are 215 bones in the human body. That's one. Now don't move. Waouh. Ça, c'est cool. Ça, on aime. Est-ce qu'il y a une séquence d'action que t'as préférée dans le film? Oui, bah c'est la fuite de l'hôpital, très clairement. Bah, déjà, il y a un côté ingénieux dans la façon dont elle s'enfuit. Et ça, c'est toujours fun, justement, dans les scènes comme ça. C'est-à-dire qu'on voit un peu tout ce qu'elle met en place pour piéger les gens autour d'elle, les gardiens et tout ça, pour pouvoir s'enfuir. Donc ça, j'aime toujours ce genre de truc. Et il y a un contre-la-montre, il y a l'aspect que le Terminator et son fils arrivent et tu sais qu'il va y avoir un malentendu parce qu'elle va penser que le Terminator est forcément méchant. Il y a l'autre Terminator qui est vraiment méchant qui va arriver. En même temps, il y a tous les gens de l'hôpital qui sont en train d'essayer de l'arrêter. C'est vraiment bien fait, quoi. Pour moi, c'était le moment que j'ai le plus apprécié dans le film, je pense, au niveau action en tout cas. Ouais, je pense que c'est vraiment la meilleure séquence avec la course-poursuite au début, qui démarre dans le centre commercial avec John et où on sait pas encore justement quel Terminator est gentil ou méchant, et après ça se termine dans la LA River qui est vraiment un lieu de tournage très très emblématique à Los Angeles, dans Grease, dans Drive aussi, c'est là où ils ont leur petite virée romantique. Ah bah dans Grease, ils ont la course. Ouais, c'est dans Chinatown aussi, c'est vraiment un des endroits les plus emblématiques de Los Angeles qu'on puisse retrouver au cinéma, et c'est une séquence qui dure très longtemps et moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que celle de l'hôpital elle est géniale aussi parce qu'on a Sarah Connor dans le lot et qu'elle est extrêmement badass à ce moment-là. À la fin, tu l'avais vu venir, mais le Terminator doit se sacrifier puisque tout est réglé et donc s'il n'y a plus de fin du monde et de résistance, il n'y a plus besoin d'un Terminator. Moi, je trouve ça dommage qu'ils empêchent la fin du monde parce que du coup, je dois le dire, parce que John, du coup, tu sais pas, il va devenir quoi en fait? Il était le leader de la résistance, c'est trop cool. Ouais, après peut-être qu'il aimerait avoir une meilleure vie, tu vois. Juste aller au cinoche. Oui, certes. Un peu chiant, quoi. Oh. Il peut être le leader de la résistance. Ouais, bah franchement, moi non merci. Si tu m'appelles pour être leader de la résistance... Mais moi non plus. Mais lui, très clairement, il a ça en lui, tu vois. Bah, peut-être qu'il deviendra élu local. Oui, c'est ça. Du coup, le petit, il va faire quoi de sa vie? En fait, il va plus devenir le chef de la résistance. Il va faire quoi? Ouvrir un magasin d'électronique? Ouais, peut-être. Devenir fleuriste. Le Terminator doit donc dire adieu à Sarah Connor et surtout à John qui est vraiment dévasté puisque c'était son père de substitution qu'il n'a que très brièvement connu. Il doit être propulsé dans un bain de lave ou de trucs très très chauds pour être détruit. On va t'entendre, tu étais triste de lui dire au revoir. C'est-à-dire que Terminator il va disparaître. Trop triste. Non, le seul papa qu'il a eu. Oh.
En fait, je trouve ça émouvant et en même temps, ça m'a pas vraiment émue parce que j'étais anesthésiée par le quart d'heure de scène d'action qui n'en finissait plus, qui venait de se produire sous mes yeux. Donc à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine, honnêtement. Mais je trouve que c'est une bonne fin. Et la musique aussi est très 90s, ce qui peut empêcher un peu de se projeter dans l'émotion, je trouve. Non, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment le fait que j'avais plus d'émotion. Ouais. À part l'impatience. Toi aussi, tu étais le Terminator. Ouais. C'est ça. En fait, c'est l'effet inverse. Le Terminator, il apprend à être humain. Ce film a déshumanisé cette scène finale. Dans cette séquence finale et dans la séquence de l'hôpital, c'est aussi les moments où on découvre tous les super pouvoirs du T-1000. Qu'est-ce que tu as pensé des effets spéciaux du film ? Ils sont ludiques. Ils sont ludiques, les effets spéciaux du film. Non, il y en a qui sont impressionnants, il y en a qui ont forcément vieilli. Mais ça fonctionne bien parce que même ceux qui ont vieilli, il y a un côté, une patine un peu 90s qui est plaisante, quoi. C'est considéré comme un des films les plus révolutionnaires de l'histoire sur l'avancée des effets spéciaux au cinéma. Il a été nommé le 14e film le plus influent de l'histoire des effets spéciaux. J'ai toute la liste si tu veux connaître les 13 précédents. Est-ce que je devine certains ? Sans doute. Titanic. Alors, Titanic est plus bas dans le classement que Le Seigneur des Anneaux. Terminator. Plus bas aussi. Ah bon ? Ouais. Ça va être difficile. Donc, numéro 1, Star Wars, sachant que le superviseur des effets spéciaux de Star Wars est aussi le superviseur des effets spéciaux de Terminator 2. Blade Runner en numéro 2, 2001 Odyssée de l'espace en numéro 3, à égalité ex aequo avec Matrix. Ah oui, Matrix, j'aurais dû y penser quand même. Ouais. Jurassic Park, numéro 5, Tron, numéro 6. Mm-hmm. King Kong de 1933, Alien, Metropolis, Terminator 2 qui était un des premiers films à faire cet usage des images de synthèse et c'est vraiment un des premiers films à prouver qu'il était possible d'utiliser des images de synthèse comme ça au cinéma. Beaucoup de ce que tu vois justement avec le T-1000, c'est des images de synthèse. Quand il traverse la grille dans l'hôpital, tout ce qui est justement fait dans son apparence de métal liquide, c'était complètement fou à l'époque. Et d'ailleurs, ils ont embauché une équipe démentielle et ils ont mis quasiment 1 an juste pour travailler sur les effets spéciaux du film. Et à l'époque, en fait, quand ils ont commencé à faire les storyboards et conceptualiser un peu ce qu'ils voulaient faire, il y a plein de gens qui leur ont dit c'est pas possible, vous ne pourrez pas faire ça. Et d'ailleurs, c'est déjà plein de choses que James Cameron voulait faire pour le 1 et il était trop limité techniquement et en termes de budget pour réussir à faire ça. Et donc le T-1000, ça devait être déjà un personnage, c'était un concept qu'il avait pour le 1 mais qu'il ne pouvait pas exécuter et donc il l'a fait pour le 2. Mais c'est beaucoup d'effets qui ont été inventés pour le film. Donc c'était la première fois qu'un cinéaste et des équipes d'effets spéciaux utilisaient ce genre d'effets et ils avaient aucun backup. Donc ils n'ont pas eu le temps de trop répéter ou tester avant le début du tournage. Donc ils se sont dit si le T-1000 marche pas, on n'a rien quoi. Le T-1000, en fait, je crois qu'il est même inscrit dans le Guinness des records comme le premier personnage entièrement en CGI. Quand il est argenté, là ? Ouais, puisqu'ils l'ont animé et en fait, donc ils ont utilisé des images de synthèse, ils ont utilisé des techniques d'animation, ils ont fait aussi des maquettes. Les effets argentés que tu vois quand il est touché par des balles, ça c'est des effets pratiques, c'est des petits trucs qu'ils ont fabriqués. Et ils ont utilisé ce qui pourrait être considéré comme l'ancêtre de la motion capture, donc dont on parlera aussi quand on parlera du Seigneur des Anneaux, puisqu'ils ont totalement modélisé le corps de Robert Patrick pour pouvoir ensuite projeter des effets dessus. Donc tout ça au début des années 90, ce qui est complètement fou. Le film a été donc oscarisé, meilleur effet visuel, mais aussi meilleur son, meilleur maquillage et meilleur montage son, puisque à l'époque c'était 2 catégories séparées aux Oscars. Il a aussi été nommé pour le meilleur montage et pour la meilleure photo. Et donc Dennis Muren, qui était le superviseur des effets spéciaux, qui avait aussi travaillé sur Jurassic Park, Star Wars, E.T., Mission Impossible, lui c'est quelqu'un qui a gagné 9 Oscars dans sa vie, qui est un gros BG des effets spéciaux. Autre fun fact, pour l'époque, le film avait $100 millions de budget et c'était le plus gros budget de l'histoire de tous les temps à ce moment-là. Donc James Cameron, à chaque fois qu'il fait un film, il dit « je veux faire le film qui coûte le plus cher de l'histoire » puisque c'est ce qu'il a fait ensuite tout le reste de sa vie. Mais ça a été le plus gros succès au box-office de 1991, le plus gros succès au box-office pour un film avec une classification R de toute l'histoire, jusqu'à Matrix, qui est arrivé en 2003. En gros, R, c'est restricted, donc ça veut dire que les enfants peuvent pas le voir, quoi.
Tous les moments dont tu as parlé où le T-1000 a le bout de son bras qui se transforme en arme, ça, c'était un mélange d'animation et d'effets pratiques. Ils voulaient tout faire en CGI, mais c'était trop compliqué. Donc, ils ont fabriqué des vraies armes. Et ensuite, c'était le lien entre la peau humaine et le bout de l'arme qui a été reconstitué en CGI. Il y a aussi toute une séquence avec du nitrogène liquide qui se déverse sur le T-1000 et donc il est totalement cryogénisé. Ce qui a suscité des réflexions très intéressantes de notre part. C'est eux qui m'ont causé la fin de... C'est clair. Au moins, si t'as des verrues, là, t'es tranquille. Ouais. Si tu es une verrue... Et alors, ce qui est bien dans ce moment, c'est que le film, qui vraiment dans l'écriture parfois est très subtil, c'est comme dans le moment de la voix off où elle dit il a jamais eu de papa et là il a un papa qui est un robot. Là, il y a marqué en gros sur le côté du camion nitrogène liquide, comme beaucoup de camions le font évidemment. Tout à fait. Après, je pense aussi qu'on était dans un écosystème différent avec les films hollywoodiens. Enfin, je pense que c'était pas si surprenant à l'époque d'avoir ce genre de truc un peu explicatif. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Parce que je pense que c'est toujours le cas dans certains films hollywoodiens. C'est juste peut-être pas ceux qu'on va chercher naturellement. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'en fait, même dans les gros films d'action, évidemment, on n'a pas attendu Terminator pour avoir des films d'action, mais Jurassic Park, c'est 2 ans plus tard. On est 3 ans avant Speed, et donc on est encore à un moment où je pense le public n'est peut-être pas entièrement préparé à voir des séquences d'action comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'entendais dans le podcast que j'écoutais avec ces mecs qui l'avaient vu au cinéma, où ils disaient qu'ils en revenaient pas de ce qu'ils voyaient, que ce soit la course-poursuite dans la LA River au début, ou les effets spéciaux avec le T-1000, les balles qui créent des blessures qui se referment immédiatement. Ça aussi, c'est un truc qu'on a vu des milliards de fois, même à la télé. Aujourd'hui, n'importe quelle série un peu cheap le fait. Mais c'était complètement fou de voir ça sur grand écran à l'époque. C'est aussi, assez original, un film violent sur la paix, pour citer Linda Hamilton quand elle a décrit le film à l'époque. C'est vrai que John demande au Terminator de ne tuer personne. Et donc, on a un film où il tabasse tout le monde, mais où il n'y a pas de mort. Qu'est-ce que tu penses de ce parti pris ? J'aime bien. Surtout que c'est devenu un aspect un peu lassant des films d'action, surtout les Marvel, par exemple. Et au final, dans les Marvel, ils en parlent, ils ont fini par aborder le sujet eux-mêmes parce que ils deviennent un peu après Avengers, ça devient un problème en fait le nombre de morts qu'il y a eu en raison de leur confrontation. Mais c'est vrai que souvent dans les films d'action, on prend pour acquis le fait qu'il y a plein de gens qui vont mourir, quoi. Là, je trouve que c'est assez admirable. Le fait que ce soit établi dans le film qu'il va pas y avoir de mort. Puis en plus, vu qu'on veut justement transformer un personnage qui est quand même un personnage de méchant en gentil, il faut pas qu'il garde cet aspect de tueur, sinon ça fonctionne pas. Donc ça fonctionne très bien dans le film de le forcer justement à être clément. Ouais, je trouve que c'est un bon manifeste justement de la part de Cameron de dire regardez, c'est possible de faire un énorme blockbuster d'action où il y a des guns partout et des affrontements en permanence mais où personne ne meurt. Et pour le coup, dans Terminator, le premier, il me semble qu'il tue pas mal de gens sans trop se poser la question. Donc il y avait peut-être eu aussi une réflexion. Bien. Il s'appelle Terminator. Tout à fait. Mais je trouve ça vraiment pas mal qu'il y ait eu cette réflexion-là. L'autre Terminator, le T-1000, il tue des gens. Ouais, c'est vrai. Il tue les parents et tout ça. D'une manière qui t'a beaucoup fait rire. Comment il les tue déjà ? Avec le poignard. Ah oui, c'est vrai. Le bras poignard. First the parents are dead. Ça, c'est drôle. Ça aussi, c'est drôle. Voilà, je juge. Est-ce que tu comprends pourquoi j'aime ce film ? Oui. Déjà, t'aimes les films d'action. Ouais. Je pense que t'aimes les personnages féminins comme Sarah Connor en général. Et surtout, pour moi, quand je parlais tout à l'heure du Terminator, en fait, c'est comme Gollum, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est le genre de créature que t'adores. Oui. Un peu innocente, mais à laquelle on s'attache vachement. Et qui est un peu désaxée socialement, humainement, quoi. Voilà. Et qui, en même temps, a un comportement qui est complètement en désaccord avec son apparence physique, quoi. Où on s'attendrait pas à ce comportement-là ou à autant de tendresse de la part d'un personnage qui a cette apparence-là.
t'as tendance à bien aimer ça. C'est vrai. Et C'est vrai. tu t'attendris aussi sur les personnages un peu à l'écart ou des choses comme ça. Donc évidemment, Terminator, c'est parfait pour toi, quoi. Ouais, très bien analysé. Je pense aussi qu'il y a un côté slasher, en fait, que j'aime bien dans ce film. Parce que toutes les scènes où le T-1000 tue des gens, c'est des scènes d'horreur. Quand il est justement fondu dans le sol, que le mec est en train de prendre son café à la machine à café et qu'on sait qu'il va se faire tuer, mais on attend de voir comment. Quand il tue les parents adoptifs de John, etc. C'est des moments où il y a même un peu de gore. C'est assez violent, très graphique. Et ça me rappelle aussi le talent de James Cameron pour tout ce qui est un peu plus horrifique. Et j'aime bien. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de notre mini-saison sur les années 90. Mais Mini, comme tu y vas. Notre saison un petit peu plus courte que d'habitude sur les années 90. Mais ne vous inquiétez pas, on revient évidemment dès la semaine prochaine. Merci Marie. Merci Anaïs. La semaine prochaine, on a un épisode spécial dans lequel on répond à toutes vos questions. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire et vous pouvez évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. J'étais très contente puisque maintenant que tu as vu La Cité de la Peur, tu as aussi pu connecter tout l'univers cinématographique Sarah Connor. Sarah Connor. C'est la chambre à côté. On nous dit assez tôt dans le film que Sarah a développé plein de relations romantiques ou sexuelles avec des hommes pendant l'enfance de John pour apprendre plein de techniques de combat et pouvoir transmettre à John tous les savoirs dont il aurait besoin pour devenir un leader de la résistance. Et du coup, il y a un moment où elle s'échappe de l'hôpital en utilisant un trombone qu'elle met dans sa bouche et dont ensuite elle va se servir pour détacher ses liens en le crachant depuis sa bouche pour qu'il tombe pile à côté de ses doigts. On était très impressionnés toutes les deux. C'est bien visé, hein. Ouais, putain. Après, elle est sûrement sortie pendant un moment avec un lanceur de trombone. C'est clair. Un cracheur de trombone. Un cracheur de trombone, c'est ça. Comment tu parles de ta mère, toi? Of course, I'm a Terminator. I'm a Terminator. Listen to me very carefully, okay? I'm from Austria. You're not a Terminator anymore. Dans les couilles. Oh, il est inépuisable. I'll be back. I'll be back. Comme Voilà. lui, we'll be back. Tout à fait.